Donc, rebonjour tout le monde. On est à notre deuxième cours du 420 B04BB langage de requête SQL. On avait vu hier le principe fondamental en fait les fondements de qu'est-ce que c'est une base de données, qu'est-ce qu'on peut faire avec une base de données. On avait vu que quand on utilise le terme base de données, c'est en fait un peu un abus de langage. Nous, ce qu'on utilise, c'est un système de gestion de base de données, donc un logiciel qui s'exécute quelque part, habituellement dans le background d'un ordinateur, qui va être capable de faire du stockage de données de manière persistante. Puis, on avait vu qu'on allait regarder, on va regarder nous autres un type de base de données spécifique qui va être les bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles, on avait fait quelques petits exemples où c'est qu'on avait une table qui avait un nom, qui avait différentes colonnes, qui avait des données à l'intérieur. Puis, on avait dit que si on avait une... oups, j'ai pas... Donc, on avait dit, on avait des méta-informations, des métadonnées sur le nom d'une table, des noms de colonnes qui avaient un type à l'intérieur. On avait des données elles-mêmes qui étaient les choses qu'on voulait stocker ultimement. Puis on avait aussi le principe de plusieurs différentes tables qu'on avait vues, puis qu'il allait avoir un lien possible vers une autre information. Donc là, on n'est pas encore rendu de comment voir ces différentes dynamiques-là, mais c'est un peu où c'est qu'on s'en va aujourd'hui avec ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a une fois qu'on a tout établi la base de données, mais souvent, quand on va vouloir représenter ce que la base de données est capable de faire, on n'aura pas directement cette représentation-là avec les données à l'intérieur. Okay? Parce que souvent, particulièrement quand on est en train d'établir une base de données, quand on est en train de conceptualiser le problème, les informations spécifiques n'existent pas encore. La seule chose qu'on va avoir, ça va être les métadonnées. Puis, on va être capable de représenter le schéma de notre base de données. Donc, on se souvient, le schéma, c'est la structure complète de qu'est-ce que j'ai le droit de mettre, à quel endroit, sous quel type. C'est une description de la forme, le schéma. Donc, quand on veut représenter le schéma, on va avoir des outils spécialisés qui vont nous permettre de représenter ça d'une manière facile et conviviale. Donc, nous, ce qu'on va vouloir représenter, ça va être en utilisant des diagrammes, okay, en utilisant des boîtes puis des flèches, là, on va vouloir représenter le schéma de notre base de données. Donc, quand on travaille avec l'idée de schématisation dans la conception, on va avoir 3 étapes, okay, pour être capable d'arriver à notre... En fait, si on s'en va ici, et on prend ça. Ça ici, ça va être la 3e étape. Fait que dans ce cours-ci, okay, on ne verra pas en détail c'est quoi chacune des étapes. Ça va être dans un autre cours subséquent. Mais je veux tout de suite mettre ça en jeu parce que c'est quelque chose qu'on va voir sans nécessairement savoir comment le faire. Fait qu'il va falloir être capable au moins de l'interpréter. OK? Donc, le principe ici, c'est quand on a besoin d'avoir une base de données, il faut se demander qu'est-ce que je vais avoir le droit de mettre dans cette base de données-là. Parce qu'on a dit qu'il fallait avoir un schéma structuré qui était déjà établi. Fait que j'ai ma compagnie, okay, j'ai de logistique, j'ai des camions, okay, j'ai des chauffeurs, j'ai des livraisons à faire. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut que j'enregistre avec certaines catégories, classifications, attributs. Fait que on va avoir une première étape qui va être ce qu'on appelle la conception, le schéma conceptuel. OK, donc à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle un diagramme de classe.
OK, qui va être des boîtes avec des flèches et des informations entre les deux avec des noms d'éléments. Donc, la diapo qu'on a aujourd'hui, là, ça va nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette partie-là ici. Donc, encore une fois, le but ultime, ça va être d'être capable d'utiliser cet outil-là pour être capable de construire puis de concevoir des bases de données. C'est pas ce qu'on fait dans ce cours-ci. Okay? Donc, nous autres, on va assumer que quelqu'un d'autre l'a déjà fait puis qu'il savait ce qu'il faisait. Nous autres, on va juste être capable de lire le résultat pour être capable de comprendre c'est quoi le schéma en regardant ce diagramme-là. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on passe de 1 à 3. Là. Fait que, il y a une étape intermédiaire entre les deux qui va être le diagramme relationnel ou le diagramme d'entité-relation. Donc, en anglais, là, ils appellent ça le Entity Relationship Diagram, ou plus communément appelé le ERD. OK? Donc, le ERD. Fait que le principe ici, c'est que quand on est en train de travailler au niveau de la conception, on veut travailler sur les idées qu'on a besoin d'implémenter dans notre projet. On ne veut pas être contraint par des limitations techniques quand on est en train de penser qu'est-ce que je suis supposé sauvegarder, à quel endroit, avec quelle relation avec autre chose, avec quelle association avec autre chose. Donc, le diagramme de classe pour le schéma de conception est très, très, très lax sur qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire ou pas à l'intérieur. Le but, c'est de représenter les idées. Puis une fois qu'on a toutes ces idées-là de mis, on va avoir notre deuxième étape, okay, où on va faire en gros une transformation. Hein, donc ici, là, il y a une transformation. Vers le ERD. Donc, tu ne prends plus de décision à ce point-là, -là, c'est juste des règles automatiques. Puis ici, le principe du ERD, c'est qu'on va avoir les requis techniques d'une base de données qui vont être prises en compte. Parce que les bases de données relationnelles, ceux qu'on est en train de regarder en ce moment, hein, donc c'est un Entity Relationship, c'est pour des bases de données relationnelles, ils ont des limitations sur des choses qu'on a le droit de faire puis des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, le principe, c'est qu'on va partir de nos idées, puis là, on va changer les choses, appliquer des modifications pour que ça devienne correct ou que ça devienne facile d'implémenter ça dans une base de données. Donc, on va avoir notre deuxième étape qui va être le Entity Relationship Diagram, que lui aussi, c'est des boîtes puis des flèches. OK. Avec des noms dedans. Fait que ça ressemble beaucoup. Il y a juste certains éléments qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Encore une fois, le principe, c'est pas quelque chose que nous, on va travailler spécifiquement. Nous autres, on va juste avoir cet élément-là déjà fait. C'est juste qu'il faut être capable de le lire pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, on a notre troisième étape qui va être d'avoir ce qu'on appelle le schéma physique, okay, ou directement le SQL. Hein, donc là, le principe, c'est d'avoir cette partie-là de métadonnées, pas les données elles-mêmes, hein, juste les métadonnées. Puis on va utiliser, puis là on l'avait vu rapidement là, la semaine passée, mais on va utiliser du SQL pour être capable de faire ça. Donc on va avoir des create, table, blablabla, bla, 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 qui va aller implémenter le schéma que nous, on va avoir fait. Ça ici, cette partie-là, d'être capable de passer un schéma à du SQL, ça, c'est quelque chose qu'on va faire.
Donc ça, c'est une habilité qu'on va développer dans ce cours-ci, d'être capable de voir un diagramme, puis d'être capable de prendre le diagramme, puis de créer une table en SQL. Ça, c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que pour être capable de tout faire ces affaires-là, faut être, bon, en tout cas d'être capable de lire, il va falloir commencer au début, puis être capable de lire, puis de comprendre c'est quoi qu'il y a dans un diagramme de classe en conception. Donc, le diagramme de classe, c'est utilisé pas seulement pour les bases de données, donc toute cette partie-là appartient juste à des bases de données. OK? Mais cette partie-là ici, c'est pour de la modélisation généralisée. OK? Donc, ça va être aussi utilisé en programmation pour créer les structures de données d'un programme. Donc, il y a certains éléments qui fit moins avec qu'est-ce que nous, on va faire. Là, fait qu'on va juste les skipper pour être capable d'aller juste chercher qu'est-ce que nous, on a besoin quand nous, on a besoin d'utiliser cet outil-là. Fait que je vous ai fourni un document qui explique comment marche la modélisation orientée objet pour les diagrammes de classe. C'est pas tout là-dedans qu'il faut savoir. Comme j'ai dit, nous autres, on va aller chercher juste un petit slice de qu'est-ce qu'on a besoin ultimement pour être capable de travailler avec ça. Fait que la première chose qu'on va jaser, fait que ici le principe c'est que c'est tiré d'un livre de modélisation. Là. Okay? Donc quand vous allez faire votre cours de modélisation, ce serait le genre de livre qu'on pourrait utiliser. Fait que ça ici, c'est les choses qu'on va regarder aujourd'hui, le principe d'objet, de classe, d'attribut, okay? Puis de relation. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va regarder, ça va être le principe d'objet. Donc, quand on travaille sur au niveau... Puis là, ici, qu'est-ce qui va être chiant un peu, là? C'est que chaque étape a sensiblement les mêmes informations, mais à chacune de ces étapes-là, ils ont un nom différent. Okay? Parce que ça a été créé par différentes gangs. Fait que, il était comment? Ben, nous autres, on appelle ça de même, puis nous autres, on appelle ça de même, puis nous autres, on appelle ça de même. Donc, quand on travaille au niveau du diagramme de classe, au niveau de la conception, on va commencer avec un principe d'objet. Donc, l'objet, ça va être en fait l'élément qui va avoir des données à l'intérieur. En fait, c'est la donnée elle-même. Donc, si on prend ça dans notre interprétation, là, que nous autres, on sait qu'il y a des tables, puis dans les tables, il y a des lignes, ben, ça serait une ligne d'information. Hein, c'est un objet. C'est une donnée. C'est là qu'il y a des valeurs directes. Donc, on parle ici d'une instance dans notre système quand on travaille avec de la conception. Donc, en orienté objet, une instance, c'est un élément réel, un élément tangible de notre problématique, de notre représentation. Donc, on est en train de travailler avec des diagrammes. Donc, le principe, c'est que ça va toujours être des boîtes avec du texte à l'intérieur, puis dépendamment de ce qui est écrit dans la boîte, ça veut dire différentes choses. Donc, ici, le principe, c'est qu'on va avoir un objet qui va être avec différents attributs. Puis, pour chacun de ces attributs-là, il va y avoir une valeur associée. Fait que là, le principe, c'est quand on veut sauvegarder quelque chose dans une base de données, on a vu le principe d'une table qui était très délimitée, puis là, il y avait plusieurs lignes. Fait que le principe, c'est pour chaque ligne, ça représenterait un objet de mon système. Là, le principe, c'est que nous autres, on a déjà vu un peu le produit fini, là, fait que c'est facile de voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Ce qui se passe ici, c'est le principe que quand on a un objet, on va souvent avoir d'autres objets qui vont avoir les mêmes attributs. Hein, donc là, ici, on a Max Miller. Donc, on va avoir les différents noms puis les différents éléments. Puis, ça se peut que tu aies Bob Loblaw à côté qui va aussi avoir les mêmes types
d'informations, mais pas les mêmes valeurs. OK? Donc, on va avoir ces éléments-là d'établis, puis on va pouvoir les ramasser ensemble dans le même endroit par la suite. La deuxième chose qui va être important de comprendre, ça va être le principe d'association, le principe de relation entre différents objets dans ce cas-ci. Donc, ici, on a un exemple où, admettons, on a deux objets qui représentent des étudiants. Hein, ils ont les mêmes attributs, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Puis, on va avoir d'autres objets qui vont représenter d'autres types, hein, d'autres éléments, fondements de mon problème. Donc, on va avoir, admettons, ici un cours, où c'est que ça dit à quelle session c'est donné, le nombre d'heures. Puis, le principe, c'est que quand on travaille avec des données, souvent, on va vouloir représenter les associations, les relations entre ces différents éléments-là. Hein? Fait que je vais être capable de dire que cet étudiant-là, il est inscrit ou il est relié à ces deux cours-là. Ou cet étudiant-là, il est relié à ce cours-là aussi. Donc, on va avoir le principe d'association qui va être important là, quand on va travailler avec ces éléments-là. Donc, on a des liens, littéralement des lignes, là, qui va représenter l'association. On va voir que quand on va travailler dans les tables elles-mêmes, il y a des données qui vont être associées à ces associations-là. Pour l'instant, on fait juste faire le lien, OK, puis ça va être en masse pour dire qu'il y a une association entre les deux. Fait qu'une fois qu'on a ce principe-là, là, qu'on a des objets, les choses que je veux sauvegarder, hein, on peut voir qu'il y a plusieurs de ces éléments-là qui sont semblables. Hein, les cours, ils vont tous avoir les mêmes attributs. Les étudiants vont tous avoir les mêmes attributs. Fait que quand moi, je veux faire la conception de ça, là, quand moi, je veux préparer les éléments possibles que je vais avoir dans ma base de données, je ne veux pas commencer à écrire tous les objets possibles, toutes les différentes valeurs intrinsèques qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça va être beaucoup trop gros, OK? Puis ça va beaucoup trop être pêle-mêle. Fait que ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va représenter dans le diagramme seulement les métadonnées. Hein? Donc, on avait dit, les données, c'est quoi? Les données, c'est les valeurs réelles, les valeurs intrinsèques. Là. Ellen Lewis, 4.2, 1980, 9.8.2, 4.3.2.1. Les métadonnées, c'est quoi? Ben, c'est le nom des attributs, c'est le nom du type qui vient avec. Donc, c'est tous les éléments qui vont être communs à tous ces objets-là, mais qu'on n'a pas d'informations réelles, tangibles encore. Hein? Ça va nous dire à quoi ressemble la forme, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dedans, sans dicter ça va être quoi précisément les choses que je vais mettre comme données. Donc, le but des diagrammes de conception puis du Entity Relationship Diagram, ça va être de représenter la forme des choses, le schéma ultime que je veux avoir, sans parler de données spécifiques. Et quand on est en train de penser à notre objet, puis on dit « Ok, j'ai besoin de sauvegarder quelque chose qui va ressembler à ça. » là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette information-là, puis on va la transformer en classe. Donc, première étape, diagramme de classe. Le principe de la classe, c'est cet élément-là ici. On va avoir un nom, qui va être un nom générique. Hein? Ça ne sera pas le nom d'un objet spécifique. C'est-à-dire, je veux représenter des choses qui représentent des personnes. Là, je vais pouvoir dire les différents attributs. Donc, les différentes choses que je veux sauvegarder de cette représentation-là d'une personne. Puis, on avait aussi parlé que quand on sauvegarde des données, ou en fait, quand on veut sauvegarder des informations et que ça va devenir des données dans un ordinateur, va falloir que ça ait une représentation dans l'ordinateur. L'ordinateur va devoir prendre une manière pour être capable de stocker cette information-là. Donc, il va falloir spécifier c'est quoi la forme possible de ces éléments-là. On va parler ici de type de données. Okay? Donc, on va aller rejaser des types de données en temps et lieu, mais
En gros, on pense aux formes de données possibles comme des valeurs numériques, du texte, des dates. Donc, on pense à ça quand on pense à des types de données. On va aller voir la panoplie de types là, quand on va commencer à travailler avec le SQL directement. Fait que, on a ce principe-là. On a donc la hiérarchie, la représentation d'une classe qui va avoir à l'intérieur le nom de la classe, les différents attributs avec leur nom, leur type. Puis là, ici, il y a une partie que nous, on n'utilisera pas, okay? La partie d'opération. Ça ici, c'est quand on veut créer un programme puis qu'on veut créer des structures de données. Là. Comme j'ai dit, le diagramme de classe est fait pour de la modélisation générique. Nous autres, on le coerce un peu pour faire des bases de données. Là. Fait que nous autres, on va juste avoir des noms de classe et des attributs à travailler avec. Je cherche un peu d'eau. Excellent. Donc, le principe, c'est que quand j'écris un attribut, il y a un paquet de choses que je peux écrire. Okay, pour être capable de bien représenter l'élément. Nous autres, on ne regardera pas tous parce que, encore une fois, ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser majoritairement. Mais on peut voir ici que par défaut, on peut marquer juste l'attribut et un type, mais on a un paquet de choses qu'on peut regarder. Ce qui va surtout être intéressant, c'est d'étudier cette syntaxe-là, okay, parce que ça, c'est quelque chose qui va revenir. Souvent, quand on veut utiliser un langage, quand on veut utiliser un standard, quand on veut utiliser une méthode de faire préétablie, on a une syntaxe qui vient avec, des choses que je peux écrire dans tel ordre. J'ai le droit d'écrire ça, il faut que j'écrive quelque chose qui est comme ça ou comme ça. Là, après ça, je peux rajouter ça, mais seulement si j'en ai besoin, puis après ça, je finis avec telle affaire. Donc, il y a différentes manières de représenter la syntaxe. Puis ça, c'est une manière qui utilise un diagramme séquentiel pour représenter qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire ou pas. Fait que le principe, c'est qu'il faut que je parte du début, puis que je me rende jusqu'à la fin. Attends, on voit... Non, je veux... C'est ici. Je vais juste me tasser un instant, juste pour qu'on voit la fin. Hein, fait que à la fin, il y a juste une flèche là, qui finit. Là. Il n'y a pas rien de spécial dedans. OK. Donc, le principe, c'est on va suivre cette flèche-là, puis on va pouvoir prendre le chemin qu'on veut. C'est ça qui nous donne les options. Hein, fait que le principe, c'est que je peux... Si, mettons, je regarde qu'est-ce que je suis obligé de mettre, ben, le principe, c'est que je commence ici, mais je peux sauter par-dessus ça. Là, je peux sauter par-dessus ça. Puis là, j'ai besoin d'écrire le nom. J'ai besoin de passer à travers le name. Mais là, après ça, je peux faire un sauter par-dessus, sauter par-dessus, sauter par-dessus, sauter par-dessus. Fait que quand j'écris un attribut, hein, qui est cet élément-là, ultimement, j'ai juste besoin d'écrire le nom. Hein, pour que ça soit correct. Nous, habituellement, on va au moins aussi écrire le type. Fait que si on regarde ici, on peut sauter par-dessus ça, on peut sauter par-dessus ça, on écrit le nom. Puis là, on ne va pas sauter par-dessus, on va écrire un 2 points, puis on va écrire le type. Hein, on peut voir ici en passant que quand c'est un cercle, c'est d'écrire quelque chose de manière littérale. On va littéralement écrire le 2 points. Puis quand c'est quelque chose à l'intérieur d'une petite boîte, c'est écrit ce qui est supposé être là. T'sais, écris pas N-A-M-E, hein? Écris le nom de qu'est-ce que tu es supposé représenter. Fait que, on va regarder ceux qui nous sont intéressants pour nous. Là. Donc, la visibilité, ça, c'est pas quelque chose que nous, on va regarder. Par contre, on va avoir le principe d'attributs dérivés. Donc, quand on travaille avec des données, souvent, on va vouloir avoir des informations, mais on essaye toujours de stocker le moins de données possible. Fait que si on est capable d'avoir une information à partir d'une donnée déjà existante, on n'est pas obligé d'avoir une deuxième donnée à côté qui travaille avec. Le plus typique de ça,
c'est, admettons que j'ai besoin de sauvegarder une personne. Fait que là, j'ai demandé sa date de naissance. OK? Fait qu'il me donne sa date de naissance, le 18 novembre 1985. Puis là, souvent, je vais me demander, cette personne-là a quel âge dans mon programme, ou dans ma base de données, ou whatever. Fait que là, je pourrais dire, ben là, je vais me faire un autre attribut qui va être l'âge. Mais là, le principe, c'est que c'est pas une bonne idée d'avoir ça, là. Parce que j'ai déjà une donnée qui est stockée, qui est la date de naissance, qui est déjà toute l'information que j'ai besoin, là. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, ben, quand je veux savoir son âge, j'ai juste à le calculer sur le moment. En plus de ça, l'âge, c'est quelque chose de fatigant parce que ça va changer de manière périodique. Fait qu'il faudrait que je la garde puis je la mette à jour puis tout le kit. Tandis que si je veux juste garder la date de naissance, ben là, je peux juste le calculer à partir de la date d'aujourd'hui à chaque fois que j'en ai besoin pour être certain d'avoir toujours la meilleure valeur. Mais c'est souvent intéressant de quand même spécifier que je veux avoir cette information-là de disponible. En disant, je veux l'avoir de disponible, mais je veux pas que ça soit stocké comme données. Fait qu'on va avoir le principe d'attribut dérivé pour être capable de représenter ça. Donc l'attribut dérivé, c'est avant le petit texte, on met un slash. Puis ça va dire que cette information-là va être calculée, va être trouvée à partir d'une autre information qui est déjà stockée, qui est déjà disponible. On a ensuite le nom. OK, ça c'est assez classique. On va voir qu'il y a certaines limitations habituellement dans les noms qu'on va donner, ou en tout cas il y a certaines conventions, parce que quand on travaille avec nommer des choses en informatique, habituellement on va juste vouloir utiliser des lettres, des chiffres, puis le underscore, mais même là, habituellement juste des lettres puis des chiffres, ça devrait être notre seul outil possible. On n'a pas le droit de mettre des caractères spéciaux comme des points, des deux points, des traits d'union, des espaces, okay, parce que la majorité des systèmes ne sont pas capables de dealer avec ça. Fait qu'on fait juste avoir cette représentation-là simple. On peut voir qu'on utilise souvent la convention du camel case. Okay, fait qu'on voit ici first name, last name, c'est supposé être comme deux mots, l'attribut. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une lettre majuscule pour être capable de faire comme ben, first, puis là, lettre majuscule pour name, pour le N. Puis ça m'indique que c'est un deuxième mot. Ensuite, on va avoir le type. Donc, j'écris un 2 points. Puis après ça, je vais écrire le type que je vais vouloir avoir. Là, ici, dans les exemples, on utilise des types pour de langage de programmation. Là. Nous autres, on va aller voir c'est quoi nos types spécifiques de base de données la semaine prochaine. Mais c'est les formats de données typiques qu'un ordinateur peut sauvegarder. Hein? Donc, des valeurs numériques, des valeurs fractionnaires, des valeurs numériques entières, des valeurs numériques à point fractionnaire, point flottant, du texte, des valeurs vraies ou fausses, des dates. Donc, c'est des formats qui sont gérés par l'ordinateur d'une manière un peu primitive. Il va aussi avoir d'autres possibilités. Donc, des fois, il va avoir des énumérations. OK, donc le principe d'une énumération, c'est que c'est une liste de choix possibles. OK, donc, admettons ici, on a un diplôme quelconque. Ben, le diplôme, tu as un choix entre 3. OK, tu n'as pas d'autre choix. Admettons un autre exemple, c'est les saisons. Hein, je vais avoir un attribut qui représente la saison. Ben, j'ai juste 4 choix. Même si je peux le sauvegarder en texte, c'est pas la meilleure manière de faire. Ça va être pas aussi efficace que si on avait juste directement l'énumération. Après ça, on va avoir d'autres éléments que nous, on ne verra pas avec la multiplicité, pas tout de suite, on va le revoir dans un instant. On peut avoir des valeurs par défaut, par contre. Fait que ça veut dire que quand on va créer un nouvel objet de cet élément-là, quand on ajouterait une nouvelle ligne dans notre table, si on ne rentre pas d'informations pour cette affaire-là, ça va fournir automatiquement cette donnée-là avec. Puis après ça, il y a des propriétés que nous, on ne verra pas parce que c'est des choses qui vont être plus pour la programmation.
Après ça, il y a d'autres affaires sur de la programmation, encore une fois. Nous autres, on va passer par-dessus. Fait que quand on représente des diagrammes de classe, il faut savoir une chose fondamentale, c'est que les diagrammes, ils existent pour être capable de simplifier la compréhension d'un être humain. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qui est fait pour être géré par un ordinateur. Okay? C'est fait pour qu'un autre être humain le regarde puis puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'il soit capable de commenter puis qu'on soit capable d'avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans la base de données. C'est juste rendu au SQL que là, c'est l'ordinateur qui gère les choses. Donc, le but des diagrammes, c'est d'être capable de fournir des idées, d'être une plateforme de communication, de discussion. Fait que ça veut dire qu'il y a des variations sur qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut écrire quand on fait le diagramme de classe. Le principe, c'est que tu peux commencer en juste mettant les noms de tes tables, le nom de tes classes, hein, pour dire est-ce que c'est ça qu'on pense qu'on a besoin de sauvegarder, puis c'est un diagramme qui est valide. Puis après ça, tu peux dire, ben là, à l'intérieur, j'ai besoin de telle chose, juste mettre les noms d'attributs sans avoir à tout de suite devoir penser aux différents types, juste pour dialoguer avec quelqu'un d'autre, dialoguer avec le client, dialoguer avec l'équipe de programmation, savoir est-ce que ça fait du sens, est-ce qu'on a tout, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis là, on peut aller encore plus fin, puis là dire, OK, ben là, on va mettre les différents types de chacun, puis là, on va vraiment s'arrêter sur qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur de ça. Toutes ces versions de diagrammes-là sont valides. Juste savoir d'avance où c'est que toi, tu t'en vas là, quand tu le vois, mais si tu vois juste un paquet de noms de classes, c'est correct aussi. C'est juste pour donner une idée générale de qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer dans notre système. Fait qu'une fois qu'on a le principe de classe, on a juste fait une classe tout seul, mais on s'était dit que ultimement, on va avoir aussi des associations, des relations entre différents objets. Cet étudiant-là, il est inscrit à ce cours-ci. Ce cours-là est donné dans telle salle de classe. Fait que quand on va avoir cette représentation-là, fait que là, ici, en bas, là, on a la représentation des objets. Puis, en haut, on a la représentation qu'on va avoir dans notre diagramme de classe. Fait que ce que ça représente ici, c'est de dire, bon, le professeur est capable d'avoir plusieurs étudiants, l'étudiant il est capable d'être associé à plusieurs professeurs, puis un étudiant peut aussi ne pas encore avoir de professeur associé. Il est inscrit au programme, mais il n'y a pas encore de cours, fait qu'il n'y a pas encore de lien avec quoi que ce soit. Quand on a cette représentation-là, encore une fois, les objets, c'est pas quelque chose que habituellement je représente en diagramme parce que ça devient très compliqué. Là, il y en a 5, mais imagine quand il y aurait 10 objets, 100 objets, il y aurait des lignes partout, ça serait pas visible. On pourrait rien faire avec ça. Fait que le principe des associations vient faire une représentation généralisée des associations possibles entre deux classes. Fait que là, on voit qu'il y a un paquet d'options derrière. OK, il y a des étoiles, il y a des flèches, il y a plein d'affaires. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce que ça représente, ces différentes possibilités-là. Fait que quand on a deux classes, puis là, encore une fois, on utilise la version simplifiée de la classe, juste pour se laisser de la place pour le reste, là. Mais ça pourrait être la classe avec les différents attributs, les différents types, et ainsi de suite. Fait qu'on va avoir une association, qu'on dit binaire. Binaire, c'est par binôme, par deux, donc une association entre deux éléments. Ça se fait avec un trait. Puis là, on a un paquet d'options sur qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce trait-là. Donc, il va y avoir le nom de l'association, donc en gros le verbe qui dit ça représente quoi comme association. Si c'est nécessaire, on peut même mettre une petite flèche pour dire le sens de la lecture. Donc, le professeur donne des cours pour des étudiants. On a ensuite la navigabilité. Donc, on a ici la petite flèche qui s'ouvre, le petit X qui est ici. Donc, ça ici, ça va être dans quel sens les informations vont être stockées. OK? Parce que
c'est pas mal plus facile de savoir que les étudiants ils ont plusieurs professeurs que le professeur sache tous c'est qui ses étudiants. OK? Donc, il y a différentes manières de stocker l'information. Puis, la navigabilité va m'indiquer où je stocke l'information pour être capable de passer d'un élément à l'autre. Si, pour parler de navigabilité, là, si on revoit qu'est-ce que nous, on avait pensé la semaine passée, quand on travaillait avec notre table, on avait notre table de clients qu'on avait faite à la fin de la journée, puis dans cette table-là, hein, il y avait un ID de client, puis après ça, il y avait un nom, puis après ça, il y avait une adresse, mettons. Puis après ça, on avait les données à l'intérieur. Attends, on va mettre des vraies données pour les ID. 1, 2, 3. Puis le principe, on avait fait une deuxième table de compte. Puis à l'intérieur, on avait le ID compte. Puis on avait ici, mettons, un solde. Puis on avait le ID de client qui me permettait de faire le lien. Puis là, eux autres utilisaient pour l'ID compte juste d'autres valeurs pour que ça soit facile à remédier. Puis là, on avait des soldes. Puis là, quand on avait l'ID de client, ben là, on avait vu que on pouvait avoir plusieurs fois le même ID de client qui représentait que ça ici, ben, ça fait un lien avec cette ligne-là. Fait que si je regarde la navigabilité de cette affaire-là, là, OK? Si j'ai juste ma table client, je peux-tu savoir c'est quoi les comptes de mes clients? Non, parce que j'ai pas cette information-là nulle part, là. Mais si j'ai ma table de compte, est-ce que je peux savoir c'est qui mes clients? Oui, je peux savoir c'est qui mes clients. Fait que le principe ici, c'est si on fait le diagramme de classe de cette représentation-là, j'aurai mes clients, j'aurai mes comptes. Puis ici, la flèche, hein, elle irait comme ça. Je peux aller de mes comptes vers mes clients, mais pas l'inverse. Donc, on a le principe de la navigabilité. Donc, là, c'est qu'est-ce que je viens tout juste d'expliquer. Donc, on est capable de passer d'un set de données à un autre à travers ça. Ici, la norme nous demande d'avoir un petit X d'un bord, là, mais souvent, on va être un petit peu plus large que ça. Puis, on va juste avoir la flèche. Le X, on fait juste pas le mettre. Parce qu'on est trop lâche. Vous allez voir en informatique, on est très lâche. Fait qu'à chaque fois qu'on peut couper un coin rond, on va le faire. Fait que on a le principe de juste la navigabilité. Donc, soit que c'est dans un sens, ou des fois aussi c'est dans les deux sens. Okay? Les deux informations vont être liées. On va voir comment ça marche un petit peu plus tard tantôt. Mais le principe, c'est que ça peut marcher dans les deux sens. Puis là, on va avoir soit deux flèches ou habituellement juste pas de flèche pantoute. Ensuite, on va avoir la multiplicité. Mais avant de jaser de ça, on va se prendre une première petite pause de 10 minutes pour être capable de se dégourdir les jambes, boire de l'eau. Donc, on va revenir à 9 heures pour regarder la multiplicité dans le diagramme de classe. Donc, on est de retour. On est en train de regarder les diagrammes de classe. Donc, en regardant les diagrammes de classe, on avait commencé à parler d'association. Donc, comment est-ce qu'on faisait pour rejoindre deux éléments hein, à l'intérieur d'un diagramme. Donc, on va être capable de représenter ça par un simple lien. On a parlé de la navigabilité du lien. Là, on va parler de la multiplicité puis des rôles autour du dit lien.
Donc, le principe, c'est quand on regarde ces éléments-là, on peut mettre à gauche et à droite une valeur qui va représenter il y a combien d'associations possibles qui va être faite avec cet élément-là. Donc, ici, on a l'exemple d'un enseignant, puis d'un devoir. Puis, le principe, c'est que je vais être capable de dire que le devoir il a été donné par un seul enseignant, mais un enseignant peut donner plusieurs devoirs. Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait pour représenter ça ici? Ben, c'est avec la multiplicité, avec les valeurs qui sont à chaque bout. Donc, comment est-ce qu'on lit ces valeurs-là? On va toujours partir de un élément. Donc, on va dire, on fait fi des chiffres, là, on part de 1, puis là, on suit la flèche, puis juste avant d'arriver à l'autre, on va lire la multiplicité. Fait que la multiplicité a différentes manières d'être écrite. Elle peut être écrite avec une valeur directe, comme avec le 1. Elle peut être écrite avec des bornes, avec le 2 points. Fait que là, ça dit de 1, 2 points à étoile, donc de 1 à étoile, mais ça pourrait être de 1 à 5, ça pourrait être de 2 à 7, c'est 2, 2.7. Donc, on est des bornes possibles. Puis, l'étoile, ce que ça représente, c'est l'infini. OK? Donc, ici, c'est de 1 à l'infini, de 1 à l'infini. OK? Il y a certains raccourcis. Donc, souvent, on va vouloir écrire de 0 à l'infini. Puis, à la place d'écrire de 0 à l'infini, on va écrire juste l'étoile tout seul. Donc, ce que je peux lire ici, c'est qu'un enseignant peut avoir de 0 à une infinité de devoirs, mais un devoir va obligatoirement être lié à un enseignant. Un devoir ne peut pas exister sans qu'il y ait un lien vers un enseignant. Puis, une autre représentation, on pourrait dire un enseignant va donner au moins et peut donner plusieurs cours. Puis un cours peut être donné par un ou plusieurs enseignants. Mais il est au moins donné par un. Donc, la multiplicité, ça permet de représenter les bornes d'association de ton problème, de ta représentation. On va voir que ces éléments-là vont être traduits dans le diagramme d'entité-relation, notre deuxième étape, puis que ça va se répercuter dans nos tables finales. Des fois, on peut avoir le rôle de quelqu'un, particulièrement si on a ici une relation réflexive qu'on appelle. Là. Donc, le principe, c'est que on veut donner un examen. Fait que quand on donne un examen, il y a quelqu'un qui surveille l'examen. Mais c'est toutes des personnes. Fait que le principe, c'est qu'il y a une personne qui va être la personne qui fait l'examen, puis il y a quelqu'un qui surveille l'examen. Fait que là, des fois, on peut indiquer lequel qui est de quel bord là, pour essayer de ne pas trop se confondre. On va voir comment ça se traduit par la suite. Ici, il y a d'autres types d'associations, mais ce n'est pas des associations que nous, on va voir quand on travaille avec des bases de données relationnelles. Je pense que c'était ça, moi, que je voulais parler pour l'instant. Fait que, excellente question. La valeur de multiplicité, est-ce qu'ils vont être enregistrés quelque part ou c'est juste pour la compréhension? Il va y avoir des répercussions quand on va transformer ça dans le diagramme d'entité-relation. Puis il va donc avoir des répercussions quand on va faire la création des tables avec le SQL. On va justement aller voir comment faire ces traductions-là à l'instant. Fait que c'est enregistré quelque part, ou en tout cas, ça va être représenté quelque part. On va voir qu'est-ce que ça implique dans les prochaines minutes. Donc, je vais mettre ta question en suspens pour l'instant. Parfait. Donc, on a ça ici, on a ça ici. Fait que là, le principe, c'est qu'on a
une idée de qu'est-ce qui peut ressembler, puis mettons qu'on regarde ici un petit peu plus loin, je vais regarder un exemple. OK, donc à un certain point, tu te retrouves avec un diagramme de classe. Ici, il y a des choses de plus, là. OK, mais on peut voir ici le principe de boîte avec des liens, puis les multiplicités à l'intérieur des différents éléments. Là, il y a différents d'autres types de flèches que nous, on ne verra pas aujourd'hui. Ce n'est pas dans notre but. Là. Mais on peut voir ici, il y a des enseignants, il y a des cours. OK, on peut voir ici les multiplicités qui sont associées avec. Donc, on a ces différents éléments-là. Puis, nous autres, on va vouloir faire notre diagramme d'entité-relation. Fait qu'on va aller voir à quoi ça peut ressembler, un diagramme d'entité-relation, pour être capable de bien comprendre la dynamique derrière ça. Fait que je vais faire ça ici. Instant, on fait des choses pour que tout soit beau. On va aller regarder ça ici. Donc, le diagramme d'entité-relation, c'est celui qui va avoir une connaissance puis une conscience des limitations techniques qu'on va avoir quand on va travailler avec une base de données. Donc, on peut voir que ça ressemble beaucoup au diagramme de classe. OK? Donc, on a le même principe d'avoir des entités à la place de classe qui vont être nos tables. On peut voir ici qu'on a des liens qui sont faits. On peut voir qu'on a des attributs à l'intérieur qui représentent les différentes informations que je veux avoir. Puis on peut voir ici qu'on a aussi le type qui va représenter la forme de l'information. Mais on peut voir qu'il n'y a pas de multiplicité. OK? Puis, on va avoir aussi des informations qui vont être intéressantes par rapport à comment est-ce qu'on fait pour faire des liens entre les différentes informations. Fait que, pour se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à cet élément-là, il va falloir un peu retourner sur chacune des possibilités qu'on va avoir quand on a un diagramme de classe, puis comment est-ce qu'on construit une relation, okay, une entité ici, pour être capable de représenter ça correctement. Fait que si on revient à ça ici. Donc, on avait dit que j'ai à l'étape 1 une classe. Et à l'étape 2, là ici, je vais avoir ce qu'on appelle une entité. C'est la même chose, hein? Donc c'est la boîte avec le texte à l'intérieur. Fait que quand ça va très bien, mettons ici j'ai une personne. Attends, mettons, on va dire. On y est avec un étudiant. OK, puis là, à l'intérieur de ça, on va y mettre différents attributs. On va mettre ça un petit peu plus grand là, parce que je pense que sinon, je n'aurais pas assez de place. Fait que, mettons qu'on prend un étudiant du collège. Il va avoir un numéro de DA. Il va avoir un nom. Il va avoir une adresse. Et mettons, il va avoir un programme. Fait que là, le principe, c'est moi, j'ai besoin de transformer ça, OK, pour que ça me donne une entité. Il y a un requis additionnel quand on travaille avec le diagramme d'entité-relation, le ERD. C'est
que quand on va avoir des informations, quand on va avoir nos enregistrements, là, nos objets qu'on avait deviennent des enregistrements, là, des lignes dans notre table, il va falloir être capable d'identifier chacune des lignes, chacun des enregistrements, de manière unique. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait vu par la bande ici, là. OK? Chaque enregistrement à l'intérieur de sa table va être identifiable de manière unique. Puis ça, c'est un requis quand on travaille avec des bases de données relationnelles. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Fait que quand on est obligé de faire ça, là, ce principe-là de devoir identifier chaque information, c'est le principe de devoir ajouter ce qu'on appelle une clé d'identification. OK? Donc, ce qu'il faut faire, nous autres, c'est l'ajout d'une clé d'identification. Le terme officiel, c'est ce qu'on appelle une clé primaire. En anglais, un primary key. Ou PK. Fait que là, quand on travaille avec ce principe-là, il va falloir rajouter cette information-là, s'assurer que cette information-là est disponible. Des fois, l'information est déjà présente. OK? Donc, ici, j'ai l'exemple où c'est que j'ai mon étudiant. OK. J'ai le numéro de DA, j'ai le nom, j'ai l'adresse. Le programme. Si je vous demande là-dedans, là, y a-t-il une information qui me permet d'identifier de manière unique chaque étudiant qui va être inscrit dans cette table-là? Vous avez même le droit de répondre par chat. Le numéro de demande d'admission, c'est effectivement le numéro qui, en gros, c'est ton nombre à toi, là. Hein? Au collège, il n'y a pas personne d'autre qui va avoir ce même numéro-là que toi. Donc, ça va être une information qui va être capable d'être utilisée, puis qui va être capable de représenter ton identité de manière unique. Donc, ce qu'on va faire habituellement, c'est que cette information-là va être identifiée d'une manière quelconque. Là, dans les diagrammes d'entité-relation, il y a comme plein de manières de l'écrire. Il n'y a pas de standard en tant que tel. Fait qu'il faut comme être habitué de voir différentes variations, puis être capable de diviner un peu c'est quoi les différentes informations. Donc, souvent, on peut avoir, admettons, genre le mot PK, okay, à côté d'un attribut, qui va indiquer, ben ça, c'est la clé primaire. Si, admettons, on reprend notre exemple de diagramme que j'ai dans un logiciel ici, si on regarde le contenu, mettons ici, j'ai une affaire où c'est que c'est une gestion de terrain, là, OK? Ben, ici, si je regarde, j'ai des petits icônes là, qui sont des petites clés. Hein, parce que c'est des clés primaires. Donc, on a ici la représentation de c'est quoi une clé primaire. On peut voir ici qu'il y a des flèches là, qui vont vouloir dire autre chose. Là. Mais pour l'instant, on a cette représentation-là de clé primaire. Donc, il y a différentes manières de représenter la clé primaire. OK, on va en voir au fur et à mesure de la session. Mais le principe, c'est qu'on va avoir toujours une représentation qui travaille sur l'identité unique de chacune des informations. Il va aussi avoir... fait que là, ici, on l'a eu facile. OK?
Parce que l'information était comme déjà inclue dans qu'est-ce qu'il fallait sauvegarder. Puis quand l'information est déjà inclue, on va dire que, on dit, pardon, que c'est une clé naturelle. OK? Dans le sens qu'elle était déjà dans le problème, j'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, j'ai juste eu besoin de l'identifier. OK? Donc ici, le numéro de DA, c'est une clé naturelle. Par contre, si on avait juste fait notre diagramme d'entité, notre diagramme de classe, puis on avait des clients, puis les clients, ils ont des noms, ils ont des adresses, ils ont des numéros de téléphone. T'es comme moi, c'est ça les informations que je veux sauvegarder. Hein, donc ça, c'est la classe. Puis moi, je veux me rendre à l'entité. Ben là, quand je vais faire ma transformation, j'en ai pas de clé. Il n'y a rien qui permet d'identifier de manière unique, là, parce que ça se peut que j'aille un client qui ait 2 fois le même nom. Ça se peut. Ça se peut que j'aille 2 fois un client qui a la même adresse. Hein, mettons un couple qui ont chacun un compte. Hein, ben, l'adresse puis le numéro de téléphone vont être possiblement le même. Le nom va être différent, mais ça se peut que j'aille 2 personnes qui ont le même nom, mais qui ne sont pas à la même adresse. Fait que là, comment je fais pour être capable d'avoir une information identifiante? Il y a 2 manières de gérer ça. La première manière, puis la plus utilisée, ça va être de rajouter un attribut qui est exactement là. On va rajouter nous-mêmes une clé, OK? En se disant, ben, dans le ERD, le client, il va avoir un ID client, un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Et ça va être cette affaire-là qui va être le primary key. Quand on a ce genre d'ajout-là, c'est ce qu'on appelle une clé artificielle. Hein? Je l'ai rajouté de mon propre cru. Hein? Ça va sûrement juste être des numéros 1, 2, 3, 4, 5. Puis, ça ne fait pas partie de mon problème. Ça ne fait pas partie de ce que je veux vraiment enregistrer. Mais c'est un requis pour des bases de données relationnelles d'avoir ça. Fait que j'ai pas le choix. Des fois, on va avoir un autre type de situation. Donc, j'ai une classe, puis on va dire que c'est un cours. Puis, je vais avoir le sigle. Pas le sigel. Le sig, la session, le groupe. Là, mettons, j'aurai le nom du cours, l'enseignant. Pas capable d'écrire. Puis, mettons, le nombre d'étudiants. Fait que là, je vais être capable de, encore une fois, transformer ça dans mon diagramme d'entité-relation. Fait que là, je pourrais être capable de... Ben, je pourrais rajouter une clé artificielle. Hein? Mais il existe des méthodes alternatives quand plusieurs éléments communs peuvent être combinés pour être capable de représenter qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que, admettons ici, dans notre cas, OK, au cégep, on a le cycle du cours, OK, puis le groupe.
Puis là, j'ai la session, puis là, j'ai le restant des informations. Mais ces deux éléments-là, ça va jamais arriver que ça va être le même. Les deux ensemble. Hein? En ce moment, on est le groupe... Attends, là, je ne sais plus de quel groupe on est, le 13... 1252. OK? On est en train de faire B04. Il n'y aura pas jamais d'autres B04 pour le groupe 1252. Là. Fait que la combinaison de ces deux éléments-là, ensemble, va être une représentation, OK, légitime d'une identification. Donc, quand on a cette variation-là, OK, on dit qu'on a une clé naturelle, hein, parce que c'est pas moi qui ai rajouté des choses, mais c'est une clé composée. Donc, qui est composée de plusieurs valeurs ensemble. Oui, j'ai une question de Oui, Céline. ici on a une clé composée parce que le cours, il peut être, dans ce cas-là, le cours, il peut être donné à plusieurs groupes. Donc, c'est pour ça qu'on a noté, par exemple, le sigle pour le cours et pour le groupe, pour préciser que le cours va être donné à un tel groupe précis. Exactement. Donc ici, D'accord. admettons qu'on dit, on prend l'exemple de 420 B04BB. Il a été donné plus, ça peut pas juste être ça, parce que je vais avoir ça plusieurs fois dans ma table, t'sais. Mais le 420 B04BB du groupe 1256, ça, cette paire-là, va juste arriver une fois. Donc ça va être une information qui va permettre d'identifier de manière unique notre information. Merci. Excellent. On a ensuite le principe d'éléments sur les attributs. OK? Donc, une chose qu'on peut aussi avoir dans notre ERD. OK? De possible. Donc, admettons ici, on a des comptes. Puis, on a à l'intérieur bon, un nom de compte, un solde, OK, puis un contact d'urgence. Le principe, c'est que j'ai ces informations-là, mais je vais être capable de dire que ça ici, là, c'est facultatif. Que si t'en as un, c'est le fun, là, mais si t'en as pas, c'est correct. OK? Donc, quand on travaille au niveau du ERD, on va avoir des propriétés spéciales qui sont disponibles. La première, c'est le principe de la nullabilité. Donc, quand on a quelque chose qui est facultatif, que je n'ai pas besoin d'avoir en tant que donnée, mais que c'est possible, je vais dire que c'est nullable. OK, donc ça, c'est le terme officiel, nullable. Puis là, dépendamment de comment ça c'est représenté, là, ça peut être représenté de différentes manières, comme sur notre petit outil ici, le principe, c'est qu'on a un N sur certains attributs qui va me dire que ces éléments-là sont nullables. Ici, on demande, pardon, je n'avais pas vu la question. Quand on parle d'index, est-ce que c'est les mêmes choses que des clés primaires? Donc, les clés primaires utilisent des index qu'on n'a pas parlé encore, là, fait que je vais garder ça en suspens pour expliquer c'est quoi des index plus tard en détail. Donc, les clés primaires utilisent des index, mais tu peux avoir plus d'index que juste les clés primaires. Donc, c'est le principe d'un carré, c'est un rectangle, mais un rectangle, c'est pas nécessairement un carré, là. OK? Puis ton autre question, quand tu dis
clé composée avec quoi comme formule? Je ne suis pas certain de comprendre ta question. Fait que si tu peux la reformuler, j'essaierai de répondre par la suite. On va continuer avec nos propriétés possibles qu'on a dans nos diagrammes d'entité-relation. Donc, on a la possibilité d'avoir quelque chose de nullable. On a un autre élément qui est possiblement intéressant. Donc, si je continue, encore une fois, au niveau du ARD, on est en train de regarder les possibilités. Donc, je reprends encore une fois mes comptes. Hein, puis là, mettons, j'aurais mon... Puis ici aussi, là, il serait supposé avoir un ID quelconque. Là. J'ai mon ID, OK, j'ai le nom, OK, puis là, j'ai un courriel pour le compte, puis là, j'ai un solde, OK, quelque chose de même. Puis là, je vais être capable de dire que le courriel, là, OK, je veux pas en avoir des doublons. Donc, le principe ici, c'est, là, tu pourrais dire, ben là, tu as juste à faire en sorte que c'est ta clé primaire, hein, c'est ça. Mais quand on travaille avec de l'informatique, le principe, c'est qu'il y a certaines structures de données qui vont être plus efficaces pour être capable de traverser la base de données, pour être capable de faire des recherches. Fait que souvent, on va garder le ID juste comme étant une série de nombres. Comme ça, lui est capable de travailler rapidement avec ça. Mais on va être capable quand même de dire, hey, il y a un de ces attributs-là là, que je ne veux pas avoir de doublon. Je veux que ça soit un attribut qui va être unique. OK? Donc ça, le principe de que ça soit unique, c'est déjà implicite dans les primary keys, mais je peux rajouter ça sur un autre attribut pour m'assurer qu'il n'y ait pas de doublon à l'intérieur. Puis, à ce moment-là, OK, habituellement, il va y avoir un symbole quelconque pour indiquer que l'attribut peut être, doit être unique à l'intérieur de la table, à l'intérieur des données que je vais sauvegarder à l'intérieur de ça. Fait que on a le principe de quand je travaille, je suis en train de travailler à transformer mon diagramme de classe en diagramme d'entité-relation. Encore une fois, ce n'est pas des choses que nous, on va faire. C'est juste de voir le processus rapidement pour être capable de bien comprendre quand on regarde un diagramme d'entité-relation. Nous autres, on va recevoir le diagramme déjà fait. Il va falloir partir de là. Mais il faut comprendre comme les étapes qui nous ont permis de se rendre là. Vous allez avoir un cours complet sur comment tout faire ces transformations-là. Fait que c'est pour ça que je passe quand même assez vite. Donc, on a le principe de clé, qui va toujours être important quand on a des bases de données relationnelles. Il faut être capable d'identifier de manière directe. Puis en passant, les dessins que je suis en train de faire, là, je vais vous envoyer un PDF de ça en finissant. Pas obligé de sortir vos cellulaires. On a le principe donc de clé primaire, qui permet d'identifier de manière unique. Ça peut être une clé naturelle, une clé artificielle, ça peut être une clé composée. On a vu qu'on peut avoir différentes propriétés additionnelles, comme la nullabilité et l'unicité. Là, ce qu'on va aller voir, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les associations. OK? Donc, quand j'ai un étudiant, puis j'ai un cours. Non, ici, je ne vais pas faire ça de même. Je vais faire... le professeur, puis des devoirs. Fait que ça, c'est ma classe. Puis là, le principe, c'est qu'on dit qu'on a une association.
au niveau des classes, on a la possibilité d'avoir de la multiplicité. Fait que là, je pourrais dire que le prof, il peut avoir plusieurs devoirs, mais le devoir, lui, c'est juste un prof qui va être assigné dessus. Donc, ça, c'est la multiplicité qu'on a vu tantôt. Là, on va voir comment ça marche avec les clés. Comment est-ce qu'on fait pour représenter ça là, dans notre problématique. Donc, ici, on a une question qui demande est-ce que les clés naturelles, est-ce que les mêmes choses que les clés étrangères? Ben, j'ai pas encore dit c'est quoi des clés étrangères, puis on va y arriver. Fait que, on va regarder ça. Ce n'est pas la même chose. Les clés naturelles, habituellement, c'est des clés primaires qui vont pouvoir être utilisées comme clés étrangères, mais les clés étrangères, c'est un autre concept qu'on s'en va voir à l'instant. Donc, je vais garder ta question juste un petit peu en suspens pour les prochaines 5 minutes. Donc, on a le principe de diagramme de classe. On a de la multiplicité. OK? Là, on veut être capable, encore une fois, de transformer ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2. Le 2, il s'en va ici. Parce qu'on s'en va avoir un diagramme d'entité-relation. Fait que là, ici, on va avoir le prof. Moins gros. Bon, il va avoir un ID, puis là, il y aurait le ID du prof. Il va avoir un nom. OK, il va avoir... pas rien d'autre pour l'instant. On va juste garder ça de même pour que ça soit plus simple. Puis, on va avoir les devoirs. Qui va avoir un ID de devoir. Et il va avoir les points. Devoir, un sujet. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Hein? Le principe d'avoir rajouté des clés primaires pour chacun. Monsieur, vous pouvez déplacer la caméra pour qu'on voit ce qui est écrit. Ça serait une bonne idée, hein? Je suis Ouais, d'accord avec cette option. j'avoue. Whip! Ah! Vous me perdez pas, je vais juste changer de place. Merci de ce commentaire. C'est le genre de commentaire très instructif parce que des fois, je ne regarde pas exactement le rendu final toujours. Donc, on a nos différentes clés primaires qu'on a identifiées pour nos deux différentes classes. Mais là, on veut représenter le lien entre les deux. OK? Puis, une affaire qu'il faut toujours se dire, c'est que, ultimement, nous autres, ce qu'on va avoir, hein, c'est une table avec le prof ici, puis là, on va avoir le ID prof, puis là, on va avoir le nom, hein, puis là, on peut commencer à écrire des choses là-dedans. Fait qu'il y a une limitation hein, de la réalité d'avoir ça comme ça. Si je suis pour avoir plusieurs devoirs pour un même prof, tiens, mettons ici, attends, on va... ici, j'ai le prof 1, c'est Hugo. Là, comment je fais pour dire, OK, ben là, j'ai des devoirs, les devoirs vont avoir des ID aussi. Là, comment je fais pour dire que le prof, il a le devoir 1, 2 et 3? Je peux pas commencer à avoir une autre ligne ici qui est Hugo, puis là, le devoir qui va être 3, parce que ça ici, ça bloquerait, là. C'est supposé être unique, là, cette valeur-là. Là. Ça fonctionne pas, là. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste travailler dans un sens quand on travaille avec les associations. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire qu'on va avoir les devoirs. Puis là, on va avoir un ID du devoir. Là, ça, on a un ID prof, là, pour bien les nommer. On va avoir des points. Puis on va avoir l'ID du prof qui l'a fait. Là, le principe, c'est que chaque devoir peut avoir son ID, un nombre de points. Puis là, ici, si c'est le même prof qui a donné le même devoir, c'est pas grave.
Fait que cette relation-là, hein, où c'est que d'un bord j'ai un 1 puis d'un bord j'ai une étoile, je peux seulement l'écrire de cette manière-là. Je ne peux pas avoir les informations dans le prof parce que ça brise comment je suis capable d'avoir la table. Donc, le devoir va non seulement avoir eu une clé artificielle qui a été rajoutée, mais va aussi avoir ce qu'on appelle une clé étrangère. Donc, le principe d'une clé étrangère, en anglais, c'est un foreign key. Hein, ou FK. Donc, le foreign key, ce que ça représente, c'est que cette information-là représente la clé primaire d'une autre table. Représente une relation qui va être faite entre les deux. Puis comme ça, si je veux savoir, ben c'est qui ça le prof qui a fait le devoir 2, je peux aller chercher cette information-là, retourner puis savoir, ok, c'est Hugo qui a écrit ce devoir 2-là. Donc quand on fait après ça les petites boîtes, ils vont être reliés ensemble. Puis là, on va voir que le foreign key, puis là, ici, dépendamment de la forme, là, des fois, il y a des petites flèches pour dire dans quel sens ça s'en va, mais c'est pas obligatoire. Fait que ça me dit, ben là, entre ces deux-là, là, il va y avoir un foreign key, puis celui-là, il n'y en aura pas exactement. Donc, est-ce que la foreign key, c'est une copie du ID du prof? Oui. Donc, le principe, c'est qu'il faut que ça soit de même type. C'est pas obligé d'être de même nom, okay? Parce que des fois, on va voir que c'est pas possible. On va pouvoir faire que c'est de noms différents, là, mais habituellement, ça va être aussi de même nom pour se faciliter la vie, puis pas se mélanger. Donc, si on regarde notre petit dessin, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a une, puis là, laissez-moi zoomer in, quand on a une petite flèche verte, hein, c'est une représentation de une clé étrangère. Hein, parce qu'on peut voir ici, pour mes terrains, des lots de terrain, j'ai une clé primaire qui est le number. Puis là, ici, je peux voir que j'ai le lot number, là. Hein, fait que lui, le nom de la colonne, il a pris le nom de la classe, ben, le nom d'entité, puis le nom de l'attribut, qui est la clé primaire, pour l'avoir comme nom. Puis c'est ça ici qui fait le lien entre les deux, là. Fait que ce qu'on peut savoir de ça, c'est que pour un terrain, on peut avoir plusieurs unités de production. Et chaque unité de production est reliée à un terrain. C'est ça qu'on peut dire de cette représentation-là. Qu'est-ce qui arrive si on fait le prof des étudiants? Un étudiant peut avoir plusieurs profs. Un prof a certainement plusieurs étudiants. Hein? Donc, on est dans le diagramme de classe. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand je prends ça. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait vraiment dans le coin. Comme non. Qu'est-ce qui arrive quand je prends ça, puis j'ai dit transforme-moi ça pour que ça soit dans l'ERD. Fait que là, on a un problème. Parce qu'on vient tout juste de dire
qu'on peut juste le faire dans un sens, notre affaire. Là. Hein? Dans ce qu'on vient de voir, là, je pouvais juste avoir ça d'un bord, puis je pouvais pas commencer à mettre plein de colonnes pour que ça aille dans l'autre sens. Là. Fait que là, il y a comme quelque chose qui marchera pas là. Avec qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que ça, c'est une situation spéciale où il va falloir rajouter ce qu'on appelle une table d'association. Fait que le principe, c'est que je vais commencer avec mes deux éléments. OK, j'ai mon prof. OK. Il va avoir le ID du prof. Puis il va avoir d'autres informations. Pour l'instant, ce n'est pas la chose qui nous importe le plus. Ça va être la clé primaire. On va avoir l'étudiant. L'étudiant va avoir un ID étudiant. Il va avoir des informations. Lui aussi va avoir son primary key qui va être sur l'ID. Puis, pour être capable de gérer ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table intermédiaire entre les deux. Fait qu'on va se faire un... Voici les liens entre les profs et les étudiants. Puis ce qu'on va avoir, ça va être un ID de prof, puis un ID d'étudiant. Les deux vont être primary key, fait que ça va faire une clé composée. Hein, fait que qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça va nous donner une table puis à l'intérieur, je vais pouvoir dire, ben, le prof 1 il a été avec l'étudiant 18, le prof 1 a été avec l'étudiant 23, puis le prof 2 a été aussi avec l'étudiant 18. Donc, quand je regarde ça, chacune de ces paires-là va être unique. Hein, puis ça fait en sorte qu'on a la bonne représentation entre les deux. En plus de ça, dépendamment de la problématique, souvent, on va pouvoir rajouter des informations ici sur des informations sur l'association elle-même. Fait que, mettons ici, je pourrais dire, ben, c'est dans quel groupe qui se sont retrouvés. Hein, ou c'est dans quel projet, mettons. Fait que si on revient à notre petit diagramme de tantôt, on avait un exemple de ça, en fait. Donc, on avait un lot, un emplacement, puis on avait des matériaux bruts. Puis le principe, c'est que un type de matériau brut va être dans un lot, mais ça se peut qu'il y ait plusieurs matériaux bruts dans le même lot. Puis les lots vont avoir plusieurs matériaux bruts, fait que c'est un multiple à multiple, un étoile à étoile. Fait que ça fait en sorte que, ben, il faut avoir une table intermédiaire qui va me dire, ben, pour le terrain numéro 3, j'ai le matériel 10. Pour le terrain numéro 3, j'ai le matériel 12 aussi. Pour le terrain numéro 10, j'ai aussi le matériau 3. Puis là, en plus de ça, puisque c'est comme pour chaque terrain, on a un matériel, on va dire, j'en ai combien de ce matériel-là, là, à cette association-là spécifique. Avec ça, on est capable d'avoir une transformation de multiple à multiple qui va fitter avec notre représentation de table qui va exister dans notre base de données à la fin de tout ce processus-là. Là. Fait qu'on a cette représentation-là qui est le diagramme d'entité-relation qui va être notre représentation finale. Nous autres, encore une fois, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'était pour comprendre le processus. Là. Mais nous, ce qu'on va recevoir, avec quoi on va travailler dans ce cours-ci, ça va être cette représentation-là directement. Okay? Il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est pas à nous de construire ça. Là. Nous autres, on va l'avoir déjà préfaite.
C'est juste qu'il fallait comprendre le principe de, OK, ben là, on a une entité. Dans l'entité, il va y avoir différents attributs. Il y a un attribut qui va être la clé primaire, qui peut être habituellement un élément qui a été créé de manière artificielle. On va aussi avoir des éléments qui vont être les clés étrangères, hein, qui vont me permettre de faire des liens entre mes différentes entités. Puis, si j'ai besoin de relier deux entités pour que les entités puissent en avoir plusieurs de chaque bord, on va avoir une table intermédiaire qui va avoir une clé primaire composée qui va être en même temps la clé étrangère des deux bords. Hein, donc ici, là, si on revient, ben, ça va être en même temps la clé primaire et en même temps la clé étrangère. Hein, parce que le principe, c'est que le ID prof, c'est de celui-là, puis le ID étudiant, c'est de celui-là. Excellent. Super. Fait que ça fait pas mal le tour de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, on est capable de regarder des diagrammes d'entité-relation, puis d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a aussi une dernière chose qu'on n'a pas vue encore, là, qui va être les types qui sont écrits ici, là, de comme faire le tour des types possibles. OK? C'est ce qu'on va faire à notre prochain cours. Mais pour l'instant, ça va être tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, Fatima s'est désistée à la dernière minute. Puis, on va la revoir à un autre moment donné. Mais moi, c'est ça que j'avais préparé pour ce matin. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'exercice spécial à faire aujourd'hui. Nous autres, on se revoit mardi à 1h où on va commencer d'emblée la construction de tables à partir de diagrammes d'entités relationnelles. Donc, ici, on demande est-ce que la clé étrangère doit remplacer la donnée elle-même? Ben, le principe, c'est que la clé étrangère représente... Attends, on va... Hein, la clé étrangère va représenter une information d'une autre table. Donc, il n'y a pas de remplacement de données elles-mêmes. C'est rajouté par rapport à qu'est-ce qu'il y a déjà. C'est pour relier, c'est ça? C'est quoi? C'est pour relier Exactement, notre là. C'est ça donnée d'une qui autre gère table. la relation. Donc, j'ai une autre question de Radia. Puis, est-ce que ça va influencer le programme si on oublie de la déclarer comme clé étrangère? Donc, oui, on va voir qu'il y a des impacts. Là. On pourrait créer la table et juste dire que c'est ça. Puis, comme il y a des affaires qui vont fonctionner, mais il y a des affaires qui vont casser quand on va commencer à faire des manipulations. Là. On va voir tous ces impacts-là ensemble par la suite. On a, ben, pas, vous allez avoir un cours. Donc, on demande est-ce qu'on doit approfondir l'UML pour la conception. Donc, oui, mais c'est pas dans ce cours-ci. Vous allez avoir un cours de conception qui va reprendre tout ce qu'on a vu ici en 1h30, là, puis vous allez l'étaler pendant 10 semaines. Fait que vous allez avoir en masse de stock pour regarder puis établir ça. Moi, je voulais juste faire un petit survol de c'était quoi les thèmes principaux pour qu'on soit capable de regarder un diagramme d'entité-relation puis de ne pas être perdu. Hein, comme là, le principe, c'est pas, on va pas le faire nous autres, on va s'en faire donner un. Puis on a juste besoin de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça l'implique. Donc on n'a pas en ce moment besoin de se poser les questions sur pourquoi est-ce que j'aurais mis cette colonne-là ou pourquoi est-ce que j'aurais mis cet attribut-là, est-ce que cela je le mets annulable ou pas, est-ce que cela je le mets unique. Ces décisions de conception-là, en ce moment, vont déjà être prises pour vous dans ce cours-ci. Nous autres, on veut juste apprendre comment prendre ce diagramme-là, puis d'être capable de le transformer en SQL, puis d'être capable de rajouter des données après, puis d'être capable d'exploiter la base de données correctement. Fait que ça serait tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'avant-midi, un bon début d'après-midi. Je pense que vous commencez à avoir d'autres cours. Donc, nous, on se revoit mardi pour commencer d'emblée
le travail avec le langage SQL, Postgres, puis la création de tables. Bonne journée à tout le monde!